Jeanne apporta le repas, du riz et de la sauce, et commença à nourrir les enfants pendant que Marie mangeait son propre repas. À ce moment-là, Rachel avait déjà 1 an. Au fur et à mesure que les minutes passaient, Marie remarqua que les jumeaux, Jean et Samy, ainsi que Rachel, commençaient à tousser violemment. Elle se précipita vers eux et dit à Jeanne d'apporter de l'eau. Ils burent de l'eau, mais la toux ne s'arrêta pas. Marie était inquiète, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, elle aussi commença à tousser. C'était comme si de la poussière s'était coincée dans sa gorge, mais plus elle toussait, plus la toux s'aggravait. Jeanne était confuse face à la situation et donna de l'eau à Marie également, mais soudain, Marie et les enfants commencèrent à se tenir le ventre, se tordant de douleur. Jeanne réalisa que la situation devenait grave et commença à paniquer. « Tata, est-ce que ça va ? Tata, s'il vous plaît, que vous arrive-t-il ? Parlez-moi, je vous en prie, » pleura Jeanne, effrayée. Mais le moment où Marie et les enfants s'effondraient au sol fut celui où Jeanne comprit qu'il y avait un sérieux problème. Ne sachant pas quoi faire d'autre, elle appela immédiatement Martin au téléphone. « Monsieur, je ne sais pas ce qui est arrivé à Tata et aux jumeaux, mais ils sont tous tombés. Ils sont par terre, je crois qu'ils ne respirent même plus. Je ne sais pas quoi faire. » Martin, qui travaillait sur ses projets dans sa chambre d'hôtel, fut confus et choqué par la nouvelle. Il savait que Jeanne n'était pas du genre à plaisanter ou à faire des blagues, donc cela devait être très sérieux. Mais il pria pour que la nouvelle ne soit pas vraie. Cependant, il appela immédiatement leur clinique familiale, les suppliant d'envoyer une ambulance à la maison pour répondre à l'urgence. Pendant ce temps, Mimi, qui dormait dans sa chambre, fut réveillée par le bruit et le tumulte que Jeanne faisait. Elle se rendit au salon, mais ses yeux s'écarquillèrent d'horreur à la vue de Marie et des enfants étendus sur le sol. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» cria-t-elle en se tournant vers Jeanne. « Je ne sais pas », pleura Jeanne, les larmes coulant sur son visage. Il mangeait et puis ceci est arrivé. Les soupçons de Mimi se déchaînèrent et elle commença à accuser Jeanne d'avoir empoisonné leur nourriture. « Tu les as tués. Tu es une nounou maléfique. J'ai toujours su que tu avais des intentions cachées. Mais tu ne t'en sortiras pas comme ça. Tu paieras pour cela. » menaça Mimi, tandis que Jeanne, trop terrifiée pour dire un mot pour sa défense, priait simplement pour que Marie et les enfants survivent. L'ambulance arriva enfin, et Marie et les enfants furent emmenés à l'hôpital. Mais lorsqu'ils arrivèrent, ils étaient déjà tous inconscients. Mais sur ordre de Martin, le médecin fit tout son possible pour les réanimer. Martin prit le premier vol disponible pour revenir à Misra, le cœur lourd de peur et de confusion. Ce qu'il redoutait tant et avait tenté de prévenir était finalement arrivé. Il priait simplement de ne pas perdre sa famille, car s'il la perdait, il ne pourrait pas survivre. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, il fut accueilli par une nouvelle dévastatrice. Sa famille avait été empoisonnée et leurs chances de survie étaient minces. Le docteur Paul, un homme gentil avec des décennies d'expérience, expliqua la situation à Martin dans un coin tranquille de l'hôpital. « Monsieur Martin, nous avons réussi à stabiliser votre femme et vos enfants, mais ils sont dans le coma. Nous avons envoyé des échantillons pour des tests toxicologiques afin de déterminer la cause exacte de l'empoisonnement. » L'esprit de Martin tournoyait alors qu'il écoutait, luttant pour comprendre l'énormité de la situation. « Comment cela a-t-il pu arriver, docteur ? Qui ferait une telle chose ? » Le docteur Paul posa une main réconfortante sur l'épaule de Martin. « Nous faisons tout ce que nous pouvons. La police enquêtera, mais pour l'instant, concentrez-vous sur votre famille. » Martin acquiesça tristement alors que la réalité de la situation s'enfonçait en lui. Il passa des heures à l'hôpital, attendant le moindre signe d'amélioration. En soirée, il rentra chez lui et trouva Jeanne pleurant amèrement sur le sol. Il lui demanda ce qui s'était passé, et elle expliqua tout exactement comme cela s'était déroulé. Martin lui posa alors une question directe, qui a préparé le repas et qui l'a servi. Jeanne balbutia, c'est moi.
Immédiatement, le visage de Martin s'assombrit alors qu'il sortit son téléphone et appela la police pour venir chercher Jeanne. En quelques minutes, la police arriva et emmena Jeanne. Elle était confuse quant à ce qui se passait et cria à Monsieur Martin de l'aider et de la sauver des mains brutales de la police. Mimi était assise dans le salon, d'humeur sombre, tandis que Jeanne était emmenée. Elle était trop secouée par la nouvelle pour dire quoi que ce soit. Elle priait simplement pour que son amie aille mieux. La maison, autrefois remplie de rire et de joie, semblait maintenant vide et hantée. Tout avait basculé en quelques heures, tout cela à cause de la méchanceté d'une seule personne. Martin se rendit au poste pour savoir si Jeanne avait avoué le crime et mentionné le motif ou la personne qui l'avait poussée à agir ainsi. Mais Jeanne trouvait incroyable qu'on l'accuse d'avoir empoisonné la famille. « Monsieur Martin, je ne l'ai pas fait. Je ne pourrais jamais faire une telle chose. Je ne peux pas faire de mal aux enfants. Je vous en prie, croyez-moi, monsieur. Je suis innocente, pleurait-elle et suppliait. Martin, voyant qu'elle n'était pas prête à avouer, demanda à la police d'appliquer des pressions et de la torturer pour qu'elle avoue. Sur le chemin du retour, Martin s'arrêta à l'hôpital, espérant recevoir de bonnes nouvelles, mais il n'y en avait pas. Sa famille était comme perdue. Dévasté, Martin rentra chez lui. À la maison, Mimi essaya de réconforter Martin, préparant des repas et offrant son soutien. Mais Martin était consumé par le chagrin et la culpabilité, se sentant impuissant et seul. L'idée de perdre Marie et ses enfants était insupportable, et il se blâmait de ne pas avoir été là pour les protéger. Un mois passa, et sa famille n'était toujours pas rétablie. 2 mois passèrent, et c'était toujours la même situation désespérée, au point qu'il était sûr qu'ils étaient déjà partis pour de bon. Jeanne paierait pour avoir commis un crime aussi grave. Martin garda également la nouvelle du coma de sa famille pour lui-même. Avec la manière dont il agissait, on aurait pu penser que sa famille était déjà morte. Jeanne était toujours en détention, et malgré les tortures, elle continuait d'affirmer son innocence. Mimi, de son côté, était déterminée à rester aux côtés de Martin. Son comportement devenait de plus en plus audacieux, exprimant ouvertement ses sentiments pour lui, espérant gagner son cœur maintenant que Marie était hors de la scène. Mais Martin, bien qu'il fût reconnaissant de son aide, ne pouvait pas lui rendre ses sentiments. Son cœur appartenait à Marie, et il ne pouvait pas imaginer une vie sans elle. Mimi n'était pas découragée et continuait de tenter de faire sortir Martin de son chagrin. Elle savait que Marie aurait voulu qu'elle le fasse. Marie n'aurait pas voulu que Martin traverse une telle dépression. 3 mois passèrent sans aucune nouvelle positive, puis, un matin fatidique, Martin reçut un appel qui changea tout. Marie et les enfants s'étaient réveillés de leur coma. La nouvelle apporta un mélange de soulagement et d'incrédulité, et Martin se précipita à l'hôpital pour voir sa famille. Lorsque Martin entra dans la chambre d'hôpital, son cœur bondit de joie en voyant Marie éveillée et en vie, avec leurs enfants allongés dans leur lit, également éveillés. Des larmes de joie emplirent ses yeux alors qu'il les embrassait, submergé de gratitude pour leur survie. « Marie, mon amour, » murmura Martin d'une voix émotive, « je suis tellement désolé de n'avoir pas été là. Je n'arrive pas à croire que cela vous soit arrivé. » Marie, encore faible, lui sourit doucement. « Martin, nous allons bien maintenant, c'est ce qui compte. Mais ça fait mal de savoir que quelqu'un a essayé d'effacer ma famille et moi de la surface de la terre. Pourquoi? Qui avons-nous offensé? As-tu découvert qui a fait cela? » Martin hésita, puis expliqua la situation à Marie. « Jeanne a été arrêtée. La police pense qu'elle a empoisonné la nourriture. » L'expression de Marie changea, passant à la confusion. « Je n'y crois pas, Martin. Jeanne ne ferait pas ça. Elle n'a été que gentille avec nous. Je sais que nous avions des réserves à son sujet au début, mais réfléchis. Elle n'a jamais rien fait pour nous faire suspecter quoi que ce soit. Je suis sûre qu'elle n'a rien fait de tel. »
Martin fut surpris par les paroles de sa femme, mais quelque chose dans sa conviction le poussa à repenser à la situation. « Marie, es-tu sûre ? Si ce n'était pas Jeanne, alors qui cela pourrait-il être ? » « Je ne sais pas, » répondit Marie d'une voix ferme, bien qu'elle fût fatiguée, « mais nous devons découvrir la vérité. Nous devons cela à Jeanne. » Martin savait que les instincts de Marie étaient généralement justes, et il crut qu'il devait repenser à tout ça de manière différente pour résoudre ce mystère. Sinon, sa famille pourrait être blessée à nouveau par la même personne. Ils décidèrent alors d'amener Jeanne à l'hôpital pour entendre sa version des faits. Lorsque Jeanne arriva, elle avait l'air fragile et épuisée de son séjour en détention. Ses yeux s'ouvrirent de surprise et de soulagement en voyant Marie et les enfants vivants et en bonne santé. Tata Marie. « Merci mon Dieu, vous allez bien » s'exclama-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Marie tendit la main et prit celle de Jeanne avec une expression solennelle. « Jeanne, j'ai besoin que tu nous dises tout ce qui s'est passé ce jour-là. » Jeanne hocha la tête et raconta les événements qui avaient conduit à l'empoisonnement. Elle parla de la préparation du repas, du service, de l'alimentation des enfants et du chaos soudain qui s'en était suivi. Son récit était cohérent et ne laissait entrevoir aucune tromperie dans ses paroles. Marie écouta attentivement, et un soupçon commença à germer dans son esprit. « Martin, je pense que nous devons envisager que quelqu'un d'autre puisse être impliqué. » Martin resta silencieux un moment, puis acquiesça. En se tenant là, quelque chose lui vint à l'esprit. Il se souvint que Mimi aussi avait été dans la maison, bien qu'elle eût prétendument dormi. Compte tenu de la manière dont elle avait tenté de le séduire pendant des semaines, tout en insistant toujours sur le fait que Marie était morte, Martin réalisa quelque chose. « J'espère que ce n'est pas vrai, » pensa-t-il pour lui-même. Il quitta l'hôpital pour rentrer chez lui ce soir-là, mais en chemin, il acheta quelques caméras qu'il prévoyait d'installer dans la maison. Lorsqu'il arriva chez lui, il remercia Mimi pour tout ce qu'elle avait fait pour lui depuis la tragédie. Il s'excusa également d'avoir été froid et de l'avoir frustré malgré ses bonnes intentions à son égard. Il lui offrit alors de l'argent pour qu'elle aille faire du shopping et se détende, loin de l'atmosphère sombre de la maison. Mimi fut surprise et ravie. « Enfin, Martin est tombé sous mon charme, » pensa-t-elle. Elle le serra dans ses bras et le remercia avant de se précipiter pour aller s'amuser. Dès qu'elle partit, Martin installa rapidement les caméras dans les zones stratégiques de la maison et les relia à son téléphone. Mimi revint cette nuit-là, remplie de satisfaction. Elle venait de goûter à ce que signifiait avoir de l'argent à dépenser sans restriction, et cela lui plaisait. Elle était heureuse que cela devienne sa réalité. Lorsqu'elle rentra, Martin dormait déjà, alors elle ne le dérangea pas. Elle se dit qu'elle le remercierait convenablement demain. Le lendemain, Mimi se réveilla avec un petit déjeuner au pied de son lit. Elle s'assit et fut choquée de voir Martin assis à côté d'elle, lui souriant. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il lui dit « Tu t'es occupé de moi pendant tous ces mois, mais maintenant je veux prendre soin de toi à partir de maintenant. Je ne veux pas perdre mon temps sur le passé, seulement pour réaliser trop tard qu'un trésor était à mes côtés. Je sais que cela me prendra du temps pour m'habituer à tout cela, mais sois patiente avec moi. » Le cœur de Mimi fondit en entendant les mots de Martin. Elle essaya de cacher son excitation alors qu'elle se penchait pour le serrer dans ses bras. Enfin, pensa-t-elle. Martin et Mimi passèrent le reste de la journée à parler et à rire. Ils cuisinèrent ensemble et regardèrent la télévision ensemble jusqu'à ce qu'il soit tard. Martin embrassa alors Mimi sur le front pour lui dire bonne nuit, puis il se rendit dans sa chambre pour dormir. Mimi fut déçue par cela, mais elle se consola en se disant que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne partage son lit. Le lendemain matin, Martin et Mimi étaient dans le salon, regardant la télévision, lorsqu'ils entendirent frapper à la porte. Martin se leva pour ouvrir, et les personnes qui entrèrent laissèrent Mimi sous le choc de sa vie. Marie, ses enfants, Jeanne et quelques policiers entrèrent tous, regardant Mimi avec dégoût. Mimi était terrifiée et essaya de s'enfuir,
pensant qu'elle voyait des fantômes. Elle croyait que Marie était morte. Comment cela pouvait-il être possible? Immédiatement, Marie s'approcha et donna une gifle à Mimi. Comment as-tu osé? Espèce de diable! Je t'ai laissé entrer dans ma maison, et tu veux tout me prendre. Mimi était choquée et demanda à Marie ce qu'elle voulait dire, avec une expression innocente sur le visage. Mais la police lui dit immédiatement, « Mademoiselle Mimi, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. » Mimi était choquée et dit, « Mais c'est Jeanne qui l'a fait. » « Je n'ai rien fait. »« Marie, tu me connais, je ne ferai pas de mal à une mouche. » Mimi continua de pleurer et de supplier jusqu'à ce que Martin sorte son téléphone et lui montre une vidéo. « Regarde ça, dit-il. » Mimi se tourna, et ses yeux faillirent sortir de leurs orbites en voyant la vidéo où elle parlait en révélant ce qu'elle avait fait. « Marie, pauvre Marie. Tu crois que c'est seulement toi qui mérites une belle vie, n'est-ce pas? Tu as un mari riche et des enfants. Tu n'as même pas à t'inquiéter de quoi que ce soit dans la vie. Que as-tu fait pour mériter une telle vie? Laisse-moi voir comment tu vas te vanter d'être la riche Madame Martin dans l'au-delà. Tu ne l'as pas vu venir, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas survivre à ce poison. C'est l'un des poisons les plus mortels qui existent. Maintenant que j'ai réussi à séduire ton mari, je peux être la véritable Madame Martin, et je vais lui donner plein d'enfants. Et quant à toi Jeanne, merci d'avoir été si mystérieuse. Tu étais le pion parfait dans mon jeu. Dit Mimi en riant. La vidéo était audible pour tous. Quand Martin avait décidé de vérifier les caméras la veille, il ne s'attendait pas à voir quoi que ce soit d'incriminant, mais il fut choqué au-delà de toute croyance lorsqu'il vit les images de Mimi parlant toute seule dans la chambre. En réalité, sa famille n'aurait pas survécu au poison, il était vraiment très mortel. Grâce à leur système immunitaire fort qui a lutté contre la substance toxique dans leur corps, ils ont survécu. S'il n'avait pas été proactif en obtenant ces suppléments naturels pour eux, il aurait perdu sa famille comme il avait perdu sa mère. Mimi savait que c'était la fin pour elle, et elle commença à supplier Marie et Martin de lui pardonner. Elle tomba à genoux, pleurant, affirmant que c'était la pauvreté et la cupidité qui avaient emporté son sens de l'humanité. Elle était devenue jalouse en voyant le genre de vie que menait Marie, et elle voulait la même chose pour elle-même. La police l'emmena, et Marie lui promit qu'elle ne sortirait jamais de sa sombre prison. Elle devait payer pour ses actes. Marie et Martin s'embrassèrent, remerciant Dieu que le plan de l'ennemi n'ait pas abouti. Ils s'excusèrent également auprès de Jeanne de l'avoir accusée à tort. Jeanne leur pardonna, et dès lors, elle devint membre de la famille, bien qu'elle ne soit pas liée à eux par le sang. La famille fut profondément secouée par l'incident, et il leur fallut des mois pour se remettre du choc et reprendre leur vie normale et joyeuse. Marie fut la plus secouée, réalisant qu'elle avait utilisé ses propres mains pour introduire un danger dans sa maison.